Je vais vous parler des prothèses. Qu'est-ce que c'est qu'une prothèse? Une prothèse, c'est un objet non organique, généralement, fabriqué, qui vient se greffer sur une partie du corps. Il y a toutes sortes de prothèses. On peut par exemple avoir perdu l'usage d'un bras, bon, on a une prothèse. On peut parler aussi de prothèse auditive, qui permet d'avoir un appareil qui va amplifier le son que le corps n'est plus capable, l'organisme n'est plus capable d'amplifier par lui-même. Bon, les prothèses, c'est tout un ensemble de possibilités. Moi, j'aimerais bien amplifier, étendre le champ de la prothèse, justement, pour que les gens soient conscients qu'il y a prothèse. Par exemple, quelqu'un qui joue du violon ou de la clarinette, est-ce qu'il est conscient de se servir d'une prothèse? Non. Pourquoi? Parce qu'il dira, bah, je joue du clarinette, je joue de la clarinette. Je joue du violon, je joue du violon. Où est le problème? Il n'a pas conscience que jouer de la clarinette ou du violon, c'est une façon de remplacer autre chose. Et notamment, si on demande à la plupart des gens ce que ça remplace, ils seront bien incapables de répondre d'ailleurs. Eh bien, ça remplace la voix, déjà. Quelqu'un qui n'arrive pas à chanter peut très bien jouer de la clarinette. Quelqu'un qui n'arrive pas à siffler peut très bien jouer du violon, etc., etc. Le problème, c'est quand on a oublié que c'était une prothèse. Et quand on pense que cette prothèse a sa raison d'être en tant que telle. Là, on fait de nécessité vertu. Alors, il y a des formes de mutisme et des formes de surdité qui ne sont pas recensées, parce qu'elles relèvent de la psychosociologie. Alors, le mutisme, par exemple, là, en l'occurrence, quelqu'un qui est obligé d'utiliser un instrument pour produire du son, eh bien, c'est quelqu'un qui est muet. Par exemple, un clarinettiste peut être muet, je suppose. Un violoniste peut certainement être muet, ça va de soi. C'est une forme de mutisme qui n'est pas signalée comme telle. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec des gens dans la rue, comme ça. Je leur dis, alors, essayez de siffler. Bah, ils n'arrivent pas à siffler. Ça ne sort pas. C'est comme un sourd-muet qui arriverait, on lui dirait, essayez de parler. Il fait un souffle, mais il n'y arrive pas. Je renvoie au film que j'ai vu récemment de Mandy, qui est un film qui date d'il y a une cinquantaine d'années, M-A-N-D-Y, sur l'histoire d'une petite fille muette qui arrive à la fin à articuler son prénom dans la dernière séquence du film. Donc là, elle n'a plus besoin d'une prothèse, et même à la limite, le langage des signes est une prothèse. À la limite, nos mains peuvent servir de prothèse. Parce qu'elles ne sont pas là pour remplacer notre voix. Donc les mains sont un objet extrêmement... Bon, de la même façon, par exemple, ça va peut-être se connaître certains, quelqu'un qui est impuissant, qui n'arrive pas à pénétrer une femme avec son... Je parle d'un homme, évidemment. Pénétrer une femme avec son sexe, avec son phallus, il va utiliser sa main. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les femmes aussi, d'ailleurs. Ce qui fait que quelque part, quand je dis qu'un homme qui fait l'amour avec ses mains, il se comporte comme une lesbienne. Donc, oui, à ce moment-là, la main nous sert de remplace un organe qui est déficient, qui est impuissant. Alors, je parlais aussi par exemple, des personnes qui sont sourdes. Alors là, c'est un cas un peu plus particulier. Je ne pense pas à la surdité intellectuelle, puisqu'on n'est pas en train de parler des trucs basiques. Mais par exemple, un étranger qui écoute une langue qu'il connaît à moitié, on peut dire qu'il est à moitié sourd. Parce qu'il entend à moitié ce qui se dit. Il ne capte pas bien. Donc c'est une surdité qui est celle de l'étranger, celui qui va entendre, je ne parle même pas de fait de parler, parce que c'est un autre problème, le fait de parler, c'est parler. Je parle de celui qui ne va pas capter les sons correctement dans une langue donnée, qui n'est pas sourd en soi, mais qui ne capte pas le langage, qui ne capte pas le sens de ce qui est dit. On pourrait même aussi dire que, par exemple, parce que là je suis en train de suivre le festival Sérimania aux formes des images, que quelqu'un qui visionne un film et qui ne comprend pas son déroulement, qui ne capte pas exactement ce qui se dit, ben, à mon avis, quelque part, il est déficient. Voyez-vous, on pourrait continuer comme ça. De la même façon,
Quelqu'un qui boit de l'alcool, euh, il est déficient aussi quelque part. Dès que j'ajoute quelque chose qui vient de l'extérieur à ma propre performance, je suis dans la prothèse. Boire du whisky, c'est une forme de prothèse. C'est une addition. Alors ça ne va pas se présenter sous une forme de crochet comme dans le capitaine de Peter Pan, mais c'est une prothèse quand même. Euh, tout ce que j'ajoute à ma performance, c'est une prothèse. Il est évident, par exemple, que quelqu'un qui, au lieu de parler librement et directement, va lire un texte, eh bien, ce texte lui sert de prothèse. Hein. Il a l'impression qu'il ne peut pas lire correctement. De même, par exemple, quelqu'un qui ne peut s'exprimer qu'avec un PowerPoint et des schémas qui sont projetés, c'est une prothèse. Donc les gens sont appareillés, c'est l'expression qui convient. Les gens sont appareillés. Alors certains reconnaissent qu'ils sont appareillés parce qu'ils ont une déficience, quelque chose qui se substitue, qui est un ersatz, un succédané de ce qu'ils devraient avoir, et puis d'autres qui, au contraire, dans certains domaines, n'ont absolument pas conscience de cela. Et le domaine le plus classique, c'est la musique. Parce que les musiciens ne reconnaîtront jamais que leurs instruments constituent des prothèses. Or, pour moi, qui suis pour moi, ce sont des prothèses. D'une part, quand on lit une partition, au lieu d'improviser, on est dans la prothèse. Quand on utilise une flûte, au lieu de siffler, on est dans la prothèse, etc. etc. Et alors, je voudrais faire quelques réflexions pour terminer, à propos des rapports entre peinture et, entre photo et vidéo. Alors, la vidéo, c'est un peu comme la musique, c'est quelque chose qui a une certaine circulation, bon, on va filmer un mouvement, etc. Bon. Mais, quelque part, il me semble que la photo a une dimension plus intéressante. Elle fait choix. Quelqu'un qui, quelqu'un qui fait de la vidéo comme moi, par exemple, je filme, bon, voilà, bon, je filme, mais je ne choisis pas mon image. Je ne fais pas un arrêt sur image. Donc, quelque part, il y a dans la vidéo quelque chose qui est un petit peu comme ça, on ne sait pas choisir. Une photo, c'est un choix. Je dis, c'est cette photo-là que je prends, c'est cet instantané-là que je prends. Et d'une manière générale, la peinture, qui précède la photo, qui annonce la photo, est aussi quelque chose qui est l'ordre du choix. C'est-à-dire que je fixe à un moment donné les choses, alors que la musique, elle, c'est un mouvement. Et de la même façon, d'ailleurs, d'une certaine manière, il est évident que notre intelligence est beaucoup plus capable de comprendre des signaux qui sont fixes que des signaux qui sont en mouvement. Quand je dis des signaux, par exemple une parole, les gens, globalement, si vous leur donnez un texte, ils vont pouvoir mieux suivre le texte, ils vont le suivre, alors que si vous leur parlez, leur concentration va faire qu'ils ne vont capter que médiocrement ce que vous dites. D'ailleurs, rien n'est pire que quelqu'un qui lit un texte, parce que le texte, il est fait pour être lu à tête reposée, il est extrêmement dense généralement, et imposer quelque chose qui doit être lu à tête reposée en le lisant comme ça, alors que les gens n'ont même pas le texte sous les yeux, je trouve ça tout à fait scandaleux. Hein. Moi-même, par exemple, je suis quelqu'un qui parle et écrit beaucoup dans les deux sens. Eh bien, je peux vous assurer que ma façon d'écrire est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus dense que ma façon de parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme l'homéopathie, c'est dilué. Le langage parlé, il est dilué. Il peut être plus efficace, je ne dis pas qu'il n'est pas plus efficace, mais le contenu de la parole est beaucoup plus dilué dans le temps que le contenu d'un texte. Donc là aussi, il ne faut pas mélanger les genres. Et une chose que je ne supporte pas, c'est que l'on me lise un texte qui est fait pour être lu à un certain rythme, et qui est être lu, et qu'on le lise comme si c'était un texte qui était censé être entendu. Alors un texte qui est entendu, ce n'est pas un texte lu. Voilà, je termine mon petit topo sur les petites astuces, les petites combines qui font partie de notre quotidien, que ce soit sur le plan sexuel, et sur le plan sexuel, d'ailleurs, je dirais que le godemiché que les femmes peuvent utiliser, c'est aussi un substitut à la présence du sexe.
masculin, le sexe masculin, et la main est effectivement un objet extrêmement problématique, parce que c'est par cette main que je vais tenir des objets. Donc c'est cette main qui me lie au monde des objets. Et pour terminer sur une note humoristique, je trouve assez ahurissant quand je vais dans le métro, ça m'arrive tous les jours à peu près, de voir des gens qui se tiennent comme ça, hein, aussi bien les vieux que les jeunes, qui se tiennent au bar comme ça, et qui ne peuvent pas rester debout sans se tenir. Or, se tenir, c'est déjà une forme de comportement prothétique, n'est-ce pas? Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne se tient jamais à quoi que ce soit dans un transport en commun, que ce soit un autobus ou un métro, je ne me tiens pas. Je me tiens au sol, évidemment, je me tiens sur le sol. Je m'attache au sol par les jambes, par les pieds, si on peut dire, par mon poids, par mon équilibre, mais je ne suis pas comme les petits cons que je vois tous les matins ou tous les jours en train de se tenir comme ça, parce que leur maman leur a dit attention, il faut que tu te tiennes, si tu montes, sinon tu vas tomber. Je trouve ça débile et pathétique.